je ne sais pas qui parmi vous connaît très bien le sujet de blockchain. Est-ce qu'on peut juste, par lever de main, savoir qui le connaît bien? Bon, on voit que tout le monde ne le connaît pas encore assez bien. Et la question aujourd'hui, elle est de point de vue métier, est-ce que ça désintermédie les banques ou qu'est-ce que ça leur apporte? En 1994, ce petit jeune, il avait dit « Le secteur bancaire est essentiel, vous non ». Et pourtant, 22 ans après, vous êtes encore là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a très bien marché pour vous, qui n'a pas assez bien encore marché pour Bill Gates. Par contre, en 2015, une des citations, ça peut venir aussi d'autres banques, mais la BNP avait avoué « Eh oui, nous, banques, pourrions disparaître ». 22 ans après cette prédiction-là. Il y a des ex-leaders indétrônables, on peut se rappeler de Nokia, d'Atari et de Kodak. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Et c'est à cause de ce petit monsieur, entre autres, comme Steve Jobs. Il y a aussi Satoshi Nakamoto, à la même année que l'iPhone, 2008. Il avait inventé le Bitcoin, le fameux système de monnaie électronique entièrement désintermédié, sans besoin d'institutions financières. On voit là-bas une petite prise d'écran de ce fameux papier qui fait que quelques pages, qui a bouleversé un peu le monde de l'institution financière. Alors, à la base d'un Bitcoin, il y a la notion de blockchain. Et c'est celle-ci qui nous intéresse beaucoup plus que la monnaie elle-même. Alors, c'est quoi la blockchain en soi? Fonctionnellement, pour ceux qui ne la connaissent pas encore assez, on peut l'appeler comme un registre actif. Il n'est pas passif, c'est un registre vivant. Il est chronologique, il est distribué, il est vérifiable par tout le monde et il est très, très protégé, beaucoup plus que les niveaux de sécurité que nous connaissons aujourd'hui sur Internet. Il est protégé contre les falsifications par un système de confiance réparti. C'est une usine de confiance. Et la petite citation des machines pleines d'amour et de grâce, le sujet devient philosophique avec blockchain. C'est l'avenir des machines intelligentes, des machines qui vont libérer l'homme, d'un poème qui date de 1967. Mais techniquement, ça se passe comment la blockchain? Ça fait quoi techniquement? Donc d'abord, c'est une base de données distribuée. Ça implémente plusieurs paradigmes, anciens et nouveaux. Base de données distribuée, système peer-to-peer, cryptologie asymétrique, les clés privées, les clés publiques, la signature électronique, l'authentification forte, etc. Ça exécute un paradigme de event-driven system, donc qui permet de faire de beaucoup de choses très intéressantes. Plus tard, on va les voir. Et ça apporte aussi une notion de preuve de travail pour les nœuds du réseau de blockchain qui prouvent que c'est eux qui méritent de gagner quelque chose lorsqu'ils terminent leur travail. Pour accélérer, voici un schéma actuel, du modèle un peu actuel. Alors, il n'y a aucun schéma qui est parfait, mais c'est un schéma qui illustre quelque chose. On voit le payeur, on voit par exemple le commerçant. Entre eux, il y a des banques, il y a des institutions financières, il y a un scheme card, il y a un clearing house, il y a même une banque centrale. Le schéma, il est stable depuis assez longtemps. Et on voit même que le secteur se porte très bien. Les volumes de transactions doublent en 10 ans, les montants doublent et les revenus doublent dans ce secteur. Mais pourquoi le changer? Pourquoi le révolutionner ou le métamorphoser? Un des indices, on les voit à la fin. Quelqu'un a posé la question sur la sécurité dans ce secteur et on voit que la fraude, si ce système reste sur les paiements en ligne, il risque de plus que doubler. En réalité, la fraude sur les paiements à distance sont 20 fois supérieure de la fraude sur les paiements de proximité. Et comme on s'oriente vers le tout digital ou beaucoup digital, la fraude est un enjeu majeur. Si on essaie de voir l'impact de blockchain sur ce modèle, on ne sait pas. On ne sait pas comment le modèle va apparaître. On peut se poser la question, c'est quoi le rôle d'une banque dedans? C'est à ce point important. Alors, la banque peut se poser des questions. Est-ce qu'elle doit devenir un registrar pour des comptes, tout simplement? En tant qu'observateur, la Banque centrale va devenir un contrôleur, ni plus ni moins, sans aucune action sur le réseau, ou un régulateur. Mais la question, elle est légitime de se poser quel nouveau rôle il faut donner aux institutions financières avec l'avènement de blockchain. Et pourquoi? Pourquoi il y a tellement de changements que blockchain peut apporter? Voici quelques cas d'usage possibles. Dans le secteur des paiements, le réseau blockchain, il fait le clearing instantané, il assure le settlement instantané, il amène des systèmes de trading très compétents et très sécurisés. Le paiement transfrontalier,
tous ces sujets de paiement, ils sont gérés par le réseau blockchain lui-même. Dans d'autres secteurs, dans l'assurance, dans l'immobilier et même dans le secteur bancaire, ça apporte des contrats intelligents dans lesquels les clauses s'auto-exécutent. On a parlé de event-driven tout à l'heure. Donc, lorsqu'il y a une clause qui a besoin de s'exécuter, un paiement est déclenché, une passation de propriété est déclenchée, etc. Donc, la notion de smart contract est aussi très intéressante et c'est blockchain qui permettent cette évolution-là. Pour les gouvernements, par exemple, ça peut apporter des systèmes de vote sécurisés, des contrôles d'impôts, etc. Parce que la blockchain apporte la traçabilité, l'auditabilité, tout en gardant quand même ce qui est confidentiel, confidentiel, ce qui doit être public, public. Et aussi, ça met la base pour l'Internet of Things, la domotique, les voitures connectées. Les objets n'ont plus besoin d'un serveur central, ils se parlent entre eux, intelligemment par un système. Voici quelques 3 initiatives très intéressantes. Ethereum, R3, CEV et Chain, dans lesquelles des banques qui avaient dit avant, ou des grands groupes qui ont dit avant, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas utile, commencent à investir massivement en blockchain. Chain vient de lever 30 millions de dollars récemment. R3, CEV, en fait, ce sont soit des plateformes qui permettent techniquement de profiter de la technologie blockchain, ou bien ce sont des consortiums pour créer la blockchain ou le bitcoin financier, pour le monde financier, des normes financières. Et on voit, ce ne sont que quelques extraits, il y a aussi la Société Générale, HSBC, mais ce n'est que quelques-uns des grands groupes qui en ont investi. La prochaine slide, pour conclure, ce que je devais aussi faire très vite, c'est quelle stratégie adopter face à blockchain. On vient de parler de la disruptive métamorphose, transformation digitale. Les banques ont d'autres problèmes à régler que blockchain. Alors, une des stratégies, c'est d'ignorer totalement blockchain. Ce n'est pas un danger. C'est ce que JP Morgan avait dit, c'est ce que beaucoup d'autres ont dit. Et ils ont dit, ça ne marchera pas, laissez tomber. Quelques ans après, ils ont commencé à investir massivement, à acquérir, à acheter des sociétés. Bon, en fait, pour vous, vous pouvez dire, vous êtes protégé par, le secteur bancaire est protégé par des réglementations. Ils ne vont pas sauter tout de suite. Il y a plein de raisons de choisir la première stratégie, d'ignorer totalement. D'autres ont pu reconnaître dans blockchain un ennemi à abattre, un danger très fort. Et cette stratégie, elle peut amener à améliorer ce qu'on a dans le secteur bancaire, à apporter du paiement instantané. C'est ce que l'Australie est en train de faire, c'est ce que d'autres pays européens ont fait. C'est même l'European Central Payment Council est en train de proposer en Europe aussi. Rentrer dans le microcosme du commerçant, utiliser les alliés du secteur bancaire et profiter de la confiance que tout le monde a dans le secteur bancaire. Donc c'est aussi une stratégie possible. Mais souvent, ceux qui l'ont adoptée n'oublient pas la dernière stratégie, c'est d'adopter la blockchain. La blockchain, elle permet à court terme de réduire les coûts pour un grand réseau mondial avec plusieurs branches. Par exemple, juste je donne un exemple, sur les paiements entre filiales, de réduire les commissions, de faire un clearing interne avant de... Donc, le Santander, de mémoire, elle avait fait une étude, réduire les coûts bancaires de 20 milliards de dollars par an, 15 à 20 milliards de dollars par an dans le secteur bancaire, grâce à blockchain. Voilà, c'était juste un exemple. Vous voyez, juste pour faire un contexte historique, le secteur des paiements, le secteur financier, il a vécu déjà une ruée vers l'or entre les années 70 et 84. L'invention de la carte à puce, la cryptologie qui est venue, l'informatique, etc. Elle s'est suivie par une période de restructuration. Et puis l'âge moderne dans lequel on vivait avant l'arrivée de smartphones et de Bitcoin. Donc, il faut penser aussi, il ne faut pas oublier que cette phase de ruée vers l'or dans laquelle nous sommes en train de vivre va être suivie par une période de structuration. Et toute la question, c'est demain, il est construit étape par étape. Mais tout est de savoir quel bon chemin prendre.